session sur les nouveautés SolidWorks, CATIA, 3D Experience 2024. J'ai le plaisir de pouvoir présenter cette session sur les nouveautés accompagné de Romain dans un premier temps. Et on retrouvera Zhang qui est aujourd'hui avec nous pour qu'elle vous donne quelques astuces aussi sur la partie photo virtuelle en fin de présentation. Je vous propose d'attaquer tout de suite sur les nouveautés. Alors, je l'ai dit en introduction, on va découvrir en fait les nouveautés sur la partie SolidWorks, mais aussi CATIA et 3D Experience. L'idée, c'est vraiment de balayer les nouveautés, que ce soit sur les fonctions, sur les assemblages, sur les compléments pour les exports, pour les rendus, etc. On va essayer de balayer un maximum de choses. On a un peu plus d'une heure. On va essayer d'être efficace et de vous montrer de vous donner beaucoup d'informations. Je vais attaquer déjà dans un premier temps sur la solution 3D Experience. C'est vrai que depuis plusieurs années, en fait, on entend parler de la 3D Experience. Il faut vraiment voir la 3D Experience comme de nouvelles fonctionnalités, comme de nouvelles possibilités intégrées en fait à SolidWorks. On le verra aussi sur la partie CATIA. Il y a de nouvelles possibilités. Et je voulais vous remontrer finalement, notamment cette intégration. Comme je vous le dis, en fait, c'est vraiment des fonctions complémentaires. Donc, pour un concepteur, pour des personnes de bureau d'études, votre outil du quotidien, c'est SolidWorks. Mais on voit qu'en fait, la 3D Experience vient s'intégrer directement dans cet environnement. J'ai accès directement à mes outils. Je suis capable d'avoir des informations, savoir si mon fichier est en local ou est stocké sur la plateforme. Je vais aussi avoir des accès directs à des contenus de formation. Donc là, typiquement, vous démarrez en fait sur la 3D Experience, vous souhaitez découvrir les différentes fonctionnalités en fait que peut vous offrir la 3D Experience, vous avez du contenu qui est directement accessible. Globalement, en fait, les premières fonctions accessibles pour les utilisateurs SolidWorks, c'est vraiment des fonctions de gestion documentaire. On voit ici, en fait, on a des indicateurs sur les fichiers, dans quelle version se trouvent nos fichiers. On a, en fait, avec la plateforme, la possibilité d'enregistrer, de sauvegarder plusieurs versions en fait, de nos documents, de garder en fait une traçabilité sur nos fichiers, de faciliter éventuellement en fait le travail collaboratif. Si on est plusieurs à travailler sur un même projet, on aura un certain nombre d'indicateurs nous permettant de voir si un collègue est en train de travailler sur un document. Et à la fin, voilà, à la fin de notre conception, on pourra tout simplement choisir d'enregistrer une nouvelle révision de notre document. Donc on voit que la solution aujourd'hui est vraiment intégrée dans SolidWorks. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que depuis le 1er juillet, toute nouvelle licence SolidWorks intègre directement les cloud services. Alors, ce qu'on appelle les cloud services, c'est globalement ces rôles de gestion documentaire permettant en fait de faciliter la gestion de fichiers SolidWorks, de pouvoir assurer en fait une traçabilité, un versionning de votre documentation. Pour les clients en fait qui ont déjà des parcs installés, comme la plupart d'entre vous, il faut savoir qu'en fait vous avez également la possibilité de faire un upgrade et de dire les fonctions aujourd'hui de gestion documentaire, c'est un sujet. J'ai besoin en fait d'avoir ce type de fonctionnalité. Comment je peux intégrer en fait ces fonctions? Un simple upgrade permet de bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Pour pour tous les clients, pour tous les utilisateurs finalement aujourd'hui qui ne sont pas forcément prêts à aller sur des outils de gestion très avancés ou qui finalement n'ont pas ce besoin, il faut savoir en fait que les cloud services intègrent également de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. Je pense notamment en fait à la fonctionnalité de partage. Il faut savoir que bah, ça, c'est un besoin globalement qu'on rencontre chez 80 de nos clients. C'est comment partager facilement de la donnée 3D avec des partenaires. Vous le voyez, en fait, dans SolidWorks, les cloud services vont nous permettre, par un simple bouton, de pouvoir partager de la documentation, que ce soit une pièce, un assemblage. On va pouvoir choisir de partager en fait notre 3D. On va spécifier simplement en fait l'adresse mail de la personne qui sera concernée. Donc ça peut être un partage en interne vers d'autres collaborateurs, ou ça peut être vers un partenaire, un sous-traitant, un client à qui vous souhaiteriez partager cette information. Comment on accède à cette plateforme? Un simple mail.
on réceptionne un lien, on clique sur le lien et là, en fait, on n'a plus besoin d'avoir quoi que ce soit. On a un navigateur web, on accède directement à l'information depuis le navigateur. On retrouve ici notre fichier 3D avec, la possibilité de faire différentes manipulations, hein. Je vais pouvoir, faire des éclatés, je vais pouvoir, récupérer des dimensions sur, ce modèle et pour favoriser, en fait, faciliter la collaboration, on va avoir un certain nombre de fonctions, notamment, la possibilité d'annoter, de rajouter des commentaires sur, notre document et vraiment faciliter, en fait, cette collaboration. Vous voyez ici, en fait, mon partenaire a rajouté en fait des demandes de modification. Il a dit: «Bah, tiens, c'est intéressant de jouer sur sur la dimension de mon modèle, sur, un coloris, sur les coloris du modèle» et là, en fait, le concepteur, lui, son outil du quotidien, c'est SolidWorks et en fait, il accède directement à cette information depuis SolidWorks. Il a le commentaire qui remonte, il fait ses modifications dans son outil du quotidien. Donc encore une fois, on est vraiment, intégré et maintenant, pour mettre à jour l'information, il reclique sur ce bouton de partage et il va réactualiser le fichier présent sur la plateforme. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que là, j'ai pas besoin de recréer un nouveau lien, le fichier s'est actualisé automatiquement. Mon partenaire, il met à jour son navigateur web et il accède directement à la donnée modifiée. Donc on voit que ce besoin, aujourd'hui, est très demandé en fait, hein, par la plupart des utilisateurs. C'est comment, faciliter cette collaboration. Les cloud services amènent aussi, voilà, cette nouvelle fonctionnalité de partage depuis SolidWorks. Je vous le disais en introduction, on va voir effectivement des nouveautés sur la partie SolidWorks, également sur la partie CATIA. Et il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, la plateforme 3D Experience n'est pas forcément réservée aux utilisateurs SolidWorks. Elle existe même en fait depuis plus longtemps côté CATIA, hein. Il faut savoir que depuis 2012, il existe deux environnements pour CATIA. Il y a historiquement CATIA V5 qui existe et vous avez en parallèle CATIA 3D Experience qui, comme chaque année, va proposer une nouvelle révision, une nouvelle release de ces deux versions. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux versions de CATIA sont intercompatibles. On va pouvoir en fait commencer une conception dans CATIA V5, avoir un partenaire, un sous-traitant qui utilise lui CATIA 3 d'expérience, eh bien on pourra lui partager nos données, on pourra lui partager nos fichiers et faire comme ça des allers-retours à partir du moment où on a la même année en fait entre les deux solutions. On va pouvoir comme ça avoir de l'interopérabilité. Ce qu'il faut savoir en fait globalement, c'est qu'aujourd'hui, toutes les améliorations qui sont apportées côté CATIA 3D Experience, elles seront systématiquement répliquées dans CATIA V5 pour justement conserver en fait cette compatibilité entre les deux systèmes. Globalement, en fait, aujourd'hui, pareil, hein, côté évolution, on a beaucoup d'évolutions. On verra sur les respects des normes, avec des normes qui évoluent. On a besoin de respecter toutes ces évolutions. Et vous le verrez, on a aussi dans la 3D expérience des modules complémentaires. Dès qu'on va aller sur des fonctionnalités plus avancées qui n'existent pas forcément aujourd'hui dans CATIA V5, on va avoir un module permettant de faire typiquement de la conception topologique, des structures lattices, de la simulation très avancée. En fait, on va avoir des modules. Et là, ce qui est intéressant, je vous le montrerai en fin de présentation, c'est qu'on aura finalement des modules qui seront à la fois utilisés par les utilisateurs SolidWorks et par les utilisateurs CATIA V5. Alors, je vous le disais en introduction, hein, on ne va pas forcément balayer toutes les nouveautés disponibles dans SolidWorks et dans CATIA. Il faut savoir, voilà, on le voit hein, dans les dernières versions, dans 2022 et en 2023, il y a eu vraiment en fait un grand nombre d'améliorations qui ont été apportées. Mais on va essayer de vous montrer ici les nouveautés majeures dans les deux solutions. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de repasser la main à Romain et qu'on puisse regarder justement les nouveautés sur les pièces et les fonctions SolidWorks. Merci Guillaume. Effectivement, donc, on commence d'abord par la partie sur SolidWorks avec une 1re nouveauté qui va concerner les, fonctions effectivement de, révolution où, cette fois-ci pour faire un enlèvement de matière par révolution, maintenant on a la possibilité de choisir l'extérieur du profil. Avant, il fallait faire un profil négatif, hein, pour pouvoir, faire ce genre de choses et là maintenant, juste en une seule sélection, on va pouvoir enlever la matière à l'extérieur et non plus uniquement à l'intérieur.
Concernant toujours ces pièces de révolution, on va retrouver le cube de visualisation qui va maintenant pouvoir s'adapter aux formes cylindriques et de façon à pouvoir, on va pouvoir le recadrer évidemment, hein, comme pour l'autre type de cube. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer notamment le volume hors tout, hein, de notre élément, pour ce qui peut être très intéressant pour du transport ou du colisage, hein, au niveau de vos conceptions. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la partie, symétrie, répétition, pardon, excusez-moi. Dans la répétition linéaire, j'ai devancé un petit peu. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, quand j'ai besoin de faire une répétition dans l'autre sens, bah, j'ai juste à cocher la case symétrie. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très rapide, et plus besoin de venir paramétrer la deuxième direction sur le même axe, mais dans l'autre sens, avec les mêmes réglages. Donc une seule case à cocher, ça va beaucoup plus vite. On toujours au niveau des pièces, pour pouvoir justement, récupérer des surfaces, hein, on va avoir la possibilité maintenant de récupérer directement toutes les surfaces intérieures de cet élément-là. Avant, pour faire la même chose, il fallait régénérer la surface globale et faire des enlèvements, de surface, avec les éléments intérieurs. Donc là, vous voyez, en un clic, hop, contour intérieur et on récupère tout automatiquement. Concernant cette fois-ci la cotation, bah, vous êtes dans une esquisse, vous cliquez sur un trait, automatiquement SolidWorks va vous proposer des cotes en pointillés blancs. Quand vous cliquez dessus, automatiquement la cote se pose. Et vous voyez que quand on sélectionne, bah, pareil, deux éléments, typiquement ces deux éléments qui pour former un angle, automatiquement la cote va se poser si je sélectionne. Ça marche aussi bien pour des arcs que pour des cercles, entre deux traits parallèles, hein. Donc plus besoin de lancer l'outil cotation, il va automatiquement justement être activé en tâche de fond entre guillemets. Cette fois-ci, on va se concentrer sur l'assistant de perçage. Sur l'assistant de perçage, bon, on avait déjà la possibilité d'utiliser des esquisses en trait continu, en trait pointillé, c'était pas le souci, avec tous les points là où il va détecter automatiquement les perçages. Maintenant, on peut distinguer si on veut utiliser les pointillés, les éléments pointillés ou pas. Mais par contre, la nouveauté vraiment majeure ici, c'est de pouvoir désélectionner les perçages, pour ne pas avoir besoin de retirer les points dans les esquisses, hein, ce qui était un peu contraignant, je dirais, dans les versions effectivement antérieures. Cette fois-ci, une nouvelle fonction qui permet donc d'enregistrer au format pièce un assemblage. Alors, vous allez me dire: «Oui, on a déjà l'enregistrer sous qui existe», c'est vrai. Là, ça se passe directement dans les menus. On va pouvoir choisir ce que l'on veut exporter, les surfaces, les corps volumiques, les systèmes de coordonnées. Donc on va pouvoir choisir plus de choses que quand on fait un enregistrer sous et ça permet de conserver un lien vers le fichier original. Donc là, vous voyez, on a simplement fait, un petit décalage de surface, hein, pour compléter la conception, hein. Et donc l'intérêt, bah, là, c'est que cette pièce-là, si on vient mettre à jour l'assemblage 3D, et ben, automatiquement, elle va évidemment aussi récupérer les modifications, dans cette pièce multicore. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on a besoin d'intégrer, juste un élément plutôt que d'avoir tout le détail du sous-ensemble, hein. Ça peut être intéressant dans les constructions beaucoup plus grandes évidemment. Alors Romain, je te coupe. Oui, Juste avant d'annoncer en fait la nouveauté, la dernière nouveauté qui est pour moi vraiment une nouveauté majeure, hein. C'est vrai que depuis, de nombreuses années en fait, tout on à a fait. bah, quand on fait des événements, on a régulièrement en fait cette demande, est-ce que, dans SolidWorks 2023, 2024, 2025, est-ce que c'est possible de faire telle ou telle action? Bah, bon avant de voilà, je voulais mettre un petit peu de teasing, c'est vrai qu'avant de lancer, la nouveauté. Je te laisse, vas-y Romain, je pense Pas que de celle-ci, souci, va faire plaisir à merci. beaucoup de monde. Effectivement, c'est ça tu as raison de le souligner, c'est une nouveauté qui mérite attention. Bah, voilà, c'est fait. En 2024, vous êtes capable maintenant de sauvegarder dans les versions antérieures, alors à 2 versions antérieures, donc 2023 et 2022, que ça soit aussi bien pour des pièces, pour les assemblages ou pour les mises en plan, ça fonctionne pour tous les types de fichiers et ça sera, le même principe à chaque fois, à chaque nouvelle version. C'est-à-dire qu'en 2025, on pourra enregistrer en 2024 et 2023 et ainsi de suite. Donc toujours 2 versions, on pourra enregistrer 2 versions d'écart par rapport à la version que l'on a, à partir évidemment de la version 2024. Vous allez avoir une analyse du fichier qui va être faite, et automatiquement SolidWorks va vous mettre en lumière les fonctions qui sont vraiment nouvelles, qui n'existent pas dans les versions antérieures et sur lesquelles vous allez devoir agir, hein, parce qu'il ne va pas pouvoir les transformer comme ça automatiquement tout seul. Donc au moins, voilà, vous savez s'il y a des points bloquants et s'il n'y a pas de points bloquants, bah, hop, automatiquement, il va pouvoir sauvegarder tout ça. Donc vraiment une belle nouveauté, pour cette, version 2024. C'était Bon, demandé depuis effectivement très longtemps. c'est dommage, on voit pas si les gens applaudissent derrière l'écran. C'est vrai que pendant les sessions, en physique, on a eu droit à quelques applaudissements effectivement sur cette nouveauté. On en voit effectivement, je vois quelqu'un a applaudi. Alors, on va passer maintenant sur les pièces et fonctions, mais côté Katia.
Côté Katia, donc ici, on a un outil qui va permettre justement de pouvoir appliquer les tangences, sur l'ensemble du profil, là où on peut effectivement les mettre. Donc on voit ici un contour, donc on voit qu'il y a un arc qui est connecté à une ligne, mais il n'y a effectivement pas du tout de notion de tangence. Donc on va pouvoir sélectionner l'intégralité du profil et demander à appliquer cette tangence sur tous les éléments. En fait, ça va l'appliquer à la tangence sur tous les éléments arc qui sont connectés à d'autres éléments. Et vous voyez que là, bah, maintenant, tous les contours est vraiment intégralement tangent. Évidemment, il ne va pas mettre de tangence entre les deux lignes horizontales et verticales, hein, ça n'a pas d'intérêt. Un autre outil, alors c'est pas un outil nouveau effectivement, c'est un outil qui existait déjà, mais qui a été amélioré, donc qui permet d'analyser l'ensemble effectivement des perçages ou des trous qui sont faits sur une pièce. Donc l'intérêt ici, c'est, bah, quelle que soit l'origine du perçage ou l'origine du trou, il va être capable de lister les éléments, que ça soit fait par des répétitions, que ce soit fait par des enlèvements de matière, que ce soit fait par des fonctions de perçage et on va avoir la possibilité de venir scanner justement les diamètres hein, pour venir limiter hein, justement le nombre de sélections et récupérer comme ça le trou qui nous intéresse et après retourner directement dans le graphe pour pouvoir récupérer le trou et pouvoir éditer effectivement la question. Voilà, donc c'est une fonction qui effectivement a été bien améliorée dans les dernières versions. Autre chose concernant cette fois-ci les, chanfreins. Donc on pouvait déjà, faire des chanfreins multiples, hein, il n'y avait pas de souci. La seule différence, c'est que dans les anciennes versions, les chanfreins étaient tous dans la même direction, surtout si on faisait un chanfrein qui était à 30° par exemple, hein. Donc quand on voulait changer la direction, c'était pour l'intégralité de la fonction, mais pas pour chaque arête. Donc nouveauté ici, c'est qu'on va effectivement pouvoir faire ça pour chaque arête. Autre chose aussi qui est très importante, c'est que j'ai la possibilité, d'appliquer là, c'est une pièce dans une ancienne version de Katia, donc on voit bien le comportement du chanfrein, toutes les arêtes changent en même temps. Mais j'ai la possibilité maintenant de demander à convertir cette fonction dans la dernière version. Donc de vraiment la mettre à jour et donc de laisser les autres fonctions chanfrein qui n'ont pas besoin d'être modifiées avec l'ancien comportement. Et donc maintenant, quand j'édite la fonction de chanfrein, eh ben, je vais pouvoir sélectionner les arêtes indépendamment et changer la direction de mes chanfreins uniquement sur les arêtes qui m'intéressent. Donc voilà l'intérêt ici. Donc la nouveauté, on change sur chaque arête comme on le souhaite. Et surtout, je peux choisir de mettre à jour que les fonctions qui en ont besoin et pas l'intégralité. Donc c'est une belle nouveauté. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les dépouilles justement au niveau des arêtes. Donc on n'a plus besoin de venir générer, je dirais faire un plan ou un «plan de joint» entre guillemets, quand on veut faire des dépouilles par rapport à ce genre d'arête. Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement est assez pratique. Donc dans notre fonction de dépouille, on va pouvoir évidemment sélectionner l'intégralité des faces que l'on va vouloir dépouiller. Donc jusque-là, rien de nouveau, hein, ça existait déjà dans la fonction. Évidemment, on va pouvoir sélectionner la courbe le long de l'arête, le long de laquelle on va vouloir appliquer la dépouille et la direction principale d'ouverture hein, du moule, hein, évidemment, pour ce genre de face. Et donc là, maintenant, vous voyez, quand on voit l'aperçu, bah, avant, j'avais besoin d'un plan de joint pour venir m'appuyer pour qu'il calcule justement cette surface. Et ben plus besoin dans les dernières versions, effectivement, de Katia. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les coins valises. Au niveau des coins valises, on va avoir la possibilité maintenant, lorsqu'on a justement 3 congés qui forment ce coin, de pouvoir modifier, l'aspect, hein, de mon élément. Surtout quand on a des rayons qui peuvent être différents. Là, j'ai un cas avec 3 rayons identiques. Au passage, je suis dans Katia, 3D Experience, donc on parle bien tout à l'heure en interopérabilité entre Katia V5, Katia 3D Experience au niveau des nouveautés, hein, ça marche évidemment des 2 côtés. Là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir ici dans cette fonction gérer la distance d'intersection par rapport au coin. Je vais pouvoir gérer la tension au niveau des tangences, justement, au niveau des courbes vertes que l'on voit ici, les raccordements, hein, donc indépendamment pour chaque, justement, élément, de façon à former le coin valise avec l'aspect que je recherche. Comme on disait avant, hein, c'était le doigt du mouliste hein, qui venait former ce genre de coin quand on faisait des moules à l'ancienne, entre guillemets. Une autre nouveauté, pardon, sur cette fois-ci, le retrait de face. Donc, quand on a besoin justement de retrouver des éléments originaux, donc des arêtes originales, de retirer justement ces faces liées au congé. Donc, maintenant, on a la possibilité de demander une sélection par tangence. Donc, vous voyez que là, si je sélectionne que le congé tout seul, bah, je retrouve mon arête originale, hein, pas de souci. Maintenant, je vais pouvoir demander à ce qu'il sélectionne la tangence vis-à-vis de la fonction, enfin de la face que j'ai sélectionnée. Donc, ça me permet d'enlever l'arête complète. Mais je vais avoir aussi la possibilité de délimiter justement à partir d'un plan, donc de venir sélectionner vraiment ce qui m'intéresse, de retirer ce dont j'ai pas besoin et vous voyez qu'il va délimiter automatiquement par rapport
au plan et ne les retirer les faces, uniquement les faces que j'ai sélectionnées en s'arrêtant au plan. On va avoir évidemment la possibilité de demander la sélection globale de la tangence, hein, par rapport à la face et donc pouvoir retrouver les faces, originales telles qu'on l'avait au début de la conception, avant effectivement ces différentes, opérations de coque. Autre chose cette fois-ci concernant l'extraction, de faces, donc c'est des on pouvait extraire des faces, hein, c'est pas nouveau, c'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est effectivement le mode de sélection et surtout le résultat, le traitement du résultat justement au niveau de ces surfaces. Aujourd'hui, quand on va venir sélectionner justement ces différentes faces, bon voilà, je peux les sélectionner une par une, il y a pas de souci, je peux faire la sélection par tangence, mais j'ai aussi maintenant la possibilité de faire une sélection par protrusion. Donc il me prend la protrusion complète, que ça soit en positif ou en négatif. Donc là, il m'a exporté par défaut un seul bloc, hein, une seule surface, mais j'ai aussi la possibilité de demander à diviser et donc de faire en sorte de retrouver chacune des faces. Une surface par, donc vraiment et de pouvoir après travailler sur uniquement le morceau qui m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est les 2 belles nouveautés au niveau de cette fonction d'extraction effectivement de face. Et je vais repasser la main à Guillaume, pour, la partie, tôlerie et Merci structure dans Romain. SolidWorks. Oui, donc effectivement, on va poursuivre, hein, sur les nouveautés sur les fonctions et notamment, en fait, hein, sur toutes ces fonctions de tôlerie dans un premier temps. Et je voulais faire un focus, sur la partie notamment de tenon mortaise. On a, en fait, depuis quelques années, la possibilité d'automatiser ce type, de fonctionnalité. On a la possibilité d'avoir, automatiquement, pardon, la création, en fait, de mortaise. Et en fait, le problème, quand on réutilisait une pièce, on ne pouvait pas propager cette fonction-là. Il est désormais possible, là, typiquement, je vais reprendre le flanc gauche pour venir en fait le positionner sur la droite. Et vous voyez, bah, mes tenons, je vais pouvoir demander à ce qu'ils propagent automatiquement la fonction mortaise sur les composants qui viennent l'entourer. Donc on va vraiment optimiser le temps de réalisation. Autre fonction qui a été ajoutée, c'est la possibilité en fait de faire un emboutissage. Donc il y a une nouvelle fonction d'emboutissage qui est disponible, qui permet à partir d'une esquisse de pouvoir définir notre géométrie, notre profondeur, les congés, les dépouilles s'il y en a. En fait, on va très facilement en fait venir faire cette géométrie, alors qu'auparavant, en fait, on était obligé de passer par un outil de bibliothèque. Donc quand on avait un besoin ponctuel, finalement, on était obligé de créer un outil qu'on n'allait peut-être jamais réutiliser. Là, on va pouvoir avoir la possibilité de le faire très facilement. Sur la partie tôlerie toujours, on a aussi la possibilité, on va avoir une nouvelle fonction permettant d'ouvrir rapidement une géométrie, qui aurait été faite par extrusion, qui aurait été peut-être importée. On va avoir une fonction permettant de spécifier une ouverture par un angle, par une taille d'ouverture directement sur notre pièce de tôlerie et là directement après venir convertir cette pièce pour avoir son déplié, pour avoir directement la géométrie complète de notre document. On va faire un point aussi sur les systèmes de structure. Vous l'avez vu l'année dernière, en fait, on avait une fonction permettant de regrouper les coins identiques. Maintenant, c'est automatique, on s'en occupe même plus. Dès qu'il identifie des coins de même type, il les regroupe tout simplement. Un autre point qui a été modifié, c'est aussi la possibilité de gérer un nouveau type de traitement au niveau des extrémités. On va pouvoir demander à avoir des coins ouverts. Ça va être extrêmement facile justement pour les personnes qui font des ensembles qui sont assemblés, qui ne sont pas forcément soudés. Et ben là, on va pouvoir avoir un embout que l'on va venir positionner facilement et rapidement sur notre modèle. Et un point qui est important, c'est aussi, la possibilité de gérer les unités dans les propriétés. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé de vouloir récupérer une valeur, une dimension ou un poids sur votre modèle et de devoir derrière rajouter manuellement le petit g pour exprimer que c'est en grammes, le petit, kg pour dire que c'est en kilos. Et le problème, en fait, c'est que cette info, elle était écrite en dur et qu'elle n'était pas forcément liée au document. Donc, on avait peut-être commencé en disant, je mets tout en grammes et finalement, demain, je repasse en kilos. Et là, le problème, c'est que il pouvait y avoir des risques au niveau de vos propriétés, au niveau de votre cartouche, parce que l'information, finalement, n'était plus correcte. Je vous le disais, on va continuer sur la partie tôlerie, cette fois-ci sur la partie CATIA, et notamment avec la partie découpe. On va prendre cet exemple que l'on voit à l'écran, où on a un tube qui vient traverser en fait notre pièce de tôlerie.
par défaut, en fait, quand on faisait une découpe dans CATIA, il ne tenait pas forcément compte de la géométrie complète de notre modèle et il faisait un enlèvement de matière au plus simple. Donc, il prenait juste en fait l'intersection haute de notre tube et il faisait son ouverture. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir une ouverture complète. Et là, en fait, en cochant l'option optimiser la géométrie, on voit qu'il va bien prendre en compte l'intersection entre la face supérieure et la face inférieure et nous générer une découpe permettant de passer notre tube sans avoir à forcer un petit peu. Je vous propose de poursuivre sur les assemblages avec Romain. Romain, je te repasse la main. Merci Guillaume. Effectivement, on va attaquer donc les assemblages dans SolidWorks avec une première nouveauté. Maintenant, vous avez la description qui s'affiche à côté du nom de la configuration, donc chose assez sympathique. Et vous avez aussi la possibilité de choisir le comportement de votre pièce lorsque vous l'insérez. Par défaut, la première est libre et fixe, pardon, et la suivante identique est libre. Par contre, je peux choisir maintenant de faire en sorte que systématiquement, toutes les pièces que je vais venir insérer soient effectivement soit libres ou tout le temps fixes. Donc une petite nouveauté effectivement assez sympathique. Cette fois-ci concernant la fonction glissière ou largeur, hein, ça avait effectivement, on trouvait, elle avait ces 2 noms. Elle a été retravaillée dans le sens où, bah, maintenant on voit bien qu'au niveau des sélections, c'est bien sélection 1, sélection 2. On a plus, de coulisseaux, bah, c'était pas très, très clair avant, donc certaines personnes ne l'utilisaient peut-être pas justement à cause de ça. Là maintenant, voilà, ça a été simplifié, ça a été lissé. Donc voilà, une mise à jour, hein, au niveau de cette fonction effectivement glissière. La petite fenêtre d'aperçu sur le côté, hein, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui permet justement de pouvoir isoler un composant pour pouvoir sélectionner vraiment les faces arrière, hein. Donc c'est quelque chose qui est apparu dans les versions effectivement précédentes. Cette fois-ci, concernant les références de contraintes, vous avez maintenant la possibilité de dire que la référence de contrainte ne va être activée que si elle existe, si elle trouve une correspondance dans l'assemblage. Et là, typiquement, lorsque j'ai glissé effectivement mon élément, vous voyez qu'il a détecté que dans cet assemblage, il y avait 3 emplacements où il y avait cette référence de contrainte qui portait effectivement le même nom. Et donc, je peux choisir évidemment l'emplacement de mon élément directement. Et même lorsque je vais faire du copier-coller, hein, vous voyez que là, hop, j'ai quand même la possibilité de venir choisir, de l'activer ou pas, hein, et de venir sélectionner l'emplacement. Donc pareil, quand on fait justement des assemblages où on vient, régulièrement intégrer des éléments, des composants standards, hein, ça permet vraiment de faciliter la vie plutôt que de glisser, de détecter plein de surfaces. Bah, là, automatiquement, clac, 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 il y a pas de choix. Tout vient se mettre en place, hein, automatiquement. Ça peut évidemment se désactiver, hein, si on le souhaite. Autre chose cette fois-ci concernant les références au niveau effectivement de nos composants. Avant, pour pouvoir faire ça, il fallait absolument, venir éditer chaque composant, pour venir modifier la référence du composant. Là maintenant, vous avez la possibilité de faire ça en masse, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et donc l'intérêt de ça, c'est que, bah, pour les pièces identiques, ça permettait de spécifier, bah, voilà, cette pièce elle est sur l'avant de l'assemblage, sur l'arrière de l'assemblage, c'est un vérin qui sert pour l'ouverture, c'est un vérin qui sert pour, un capot. Enfin voilà, on peut imaginer, c'était le même vérin, mais du coup, ils ont le même nom. Et donc là, ça permet évidemment d'avoir une information supplémentaire. Et comme vous pouvez le voir, cette information peut être récupérée au niveau évidemment des mises en plan. Donc, ce qui permet encore d'aller plus vite, hein, dans la définition. Avant, c'était pièce par pièce qu'il fallait le faire. On a intégré un petit peu l'intelligence artificielle aussi à l'intérieur de SolidWorks. On avait déjà vu ça dans les versions précédentes avec justement des réparations automatiques, hein, de coïncidences ou ce genre de choses. Bah là maintenant, ça concerne une répétition circulaire. Il analyse en fait l'assemblage et il va automatiquement nous proposer un nouvel axe parce qu'on a vu que l'axe de la répétition avait disparu. Et donc là, il va nous proposer automatiquement un nouvel axe pour recaler la répétition par rapport à la géométrie, hein, qui est présente évidemment, hein. Donc, un vrai gain de temps plutôt que de refouiller pour resectionner effectivement un axe. Cette fois-ci, on va avoir la possibilité de venir aussi sélectionner directement les éléments flexibles. Alors l'intérêt de ça, bah, c'est lorsqu'on fait des tests, on a besoin d'avoir nos sous-ensembles qui vont être flexibles, mais quand on va passer sur les éléments de production, on va avoir besoin de remettre tous justement ces éléments rigides. Bah, maintenant, voilà, vous avez un filtre de sélection supplémentaire qui permet de facilement sélectionner tous les éléments flexibles, ce qui était un peu fastidieux effectivement dans les versions précédentes. Je vais parler effectivement un petit peu des features.
Alors des features, donc c'est une fonction qui est pas nouvelle du tout, mais la nouveauté, c'est qu'on va avoir la possibilité de rajouter des règles. Donc des features, je rappelle, ça permet de simplifier un assemblage ou une pièce, hein, pour pouvoir faire un solide, je dirais plus pauvre, au niveau intelligence, de façon à pouvoir la communiquer à des personnes externes sans envoyer toutes les connaissances, hein, de conception, que vous avez pu mettre dans ce fichier. Donc la nouveauté ici, c'est que quand j'applique la règle, cette règle, par exemple, elle peut se baser sur des propriétés personnalisées. Donc dans mes composants, il y a des propriétés personnalisées et en fonction de la valeur de cette propriété personnalisée, il va appliquer telle ou telle règle de simplification. D'accord? Donc, des silhouettes, plutôt des formes cubiques, des formes cylindriques. Voilà, qu'on a plusieurs effectivement possibilités et donc l'intérêt du coup, c'est que là, moi, j'ai pas besoin de venir redéfinir systématiquement pour chaque composant comment il va venir le simplifier. J'ai ces règles habituelles qui sont en place et en un clic, il a simplifié effectivement mon assemblage. Toujours la possibilité évidemment d'exporter l'assemblage en laissant un lien, hein, la pièce pardon, en laissant un lien avec l'assemblage original de façon à justement avoir les modifications qui suivent dans l'élément simplifié si on a modifié effectivement l'original. Alors, concernant effectivement l'import des steps, bon, là, quand on a besoin d'importer que quelques éléments d'un assemblage en step, on était obligé d'ouvrir l'assemblage complet. Nouveauté en 2024, vous avez la possibilité de d'abord filtrer le contenu du step, quel que soit le step, et vous retrouvez ici l'arborescence complète de l'assemblage en step. On peut demander à avoir un aperçu graphique 3D et après venir choisir uniquement le composant qui nous intéresse dans le listing et après n'importer que ce composant. Donc plus besoin de venir importer le step complet, surtout quand on a un assemblage qui fait plusieurs centaines de pièces, hein, et quand on a besoin que de quelques pièces à l'intérieur de cet élément. Donc là, un vrai gain de temps au niveau de l'ouverture et traitement effectivement des fichiers. Alors, l'export GLTF, GLB, bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ça sert surtout en réalité virtuelle. C'est surtout Visualize, hein, qui était capable d'exporter d'habituellement ce genre de format. Maintenant, le format GLTF, GLB s'intègre aussi directement dans les documents Office. Donc là, je suis dans un PowerPoint. Alors moi, j'ai mis une petite animation parce que sans souris, c'est un peu compliqué. On peut tourner en 3D. C'est-à-dire que vous pouvez mettre cet objet 3D directement dans un PowerPoint et venir le manipuler en 3D sans avoir besoin de rien d'autre. Ce qui est très intéressant lorsqu'on fait de la revue de projet, par exemple, hein, ou une présentation. Et bah, cet export GLTF va être fait directement depuis SolidWorks, et vous voyez que cette notion aussi de texture de rendu, donc c'est assez sympathique, hein. Une autre manière aussi de pouvoir communiquer, hein, sur vos conceptions. Concernant les performances. Alors les performances, là, on est sur un élément qui est pas tout à fait une nouveauté, mais on tenait effectivement vraiment à vous le présenter, parce que c'est arrivé en cours de version 2023. À partir de la version 2023 SP 2.1, il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau des graphiques. Vous voyez ici, là, on est à peu près à 200 000 corps, il y a que qui sont intégrés, 200 000 corps volumiques à l'intérieur. Donc on a des usines complètes, on va retrouver, tous les objets qu'on utilisait nous dans les démonstrations en version complète, donc le tracteur minier, le rhizomine, le broyeur, le télescope avec évidemment tout ce qui va à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a du monde, hein, ici. Et le camping-car aussi, pareil, complet, avec la machine de découpe jet d'eau aussi, et quelques belles voitures aussi sympathiques qui ont été garées sur le parking. Donc l'intérêt ici, c'est de vous montrer, c'est du temps réel, hein. C'est-à-dire que là, ils ont utilisé contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3 pour justement switcher les différentes vues. Et vous voyez que bah, la carte graphique, ça tourne, hein, il n'y a pas de souci. Il y a eu un gros travail de fait entre SolidWorks et NVIDIA notamment. Ça marche aussi avec AMD, hein, je vous rassure. Et en fait, grosso modo, là, c'est vraiment le processeur graphique qui va prendre à sa charge l'intégralité justement du 3D, encore plus que dans effectivement les versions précédentes. Vous voyez que là, on déplace avec le zoom de la souris et on voit que quand on fait ça, c'est le CPU, on voit qui travaille à 100% et non plus le CPU en mixte dans effectivement les versions, Ouais, c'est le GPU, ouais. le GPU, tout à fait, le processeur de la carte graphique et non plus le CPU. Un autre test, parce que bon, Dassault, c'est bien, il nous fait une belle vidéo, mais là, on a récupéré un test qui a été fait par un youtubeur. Donc on a 2 pièces, 2 assemblages qui vont 2 pièces qui vont être ouvertes, pardon, avec un peu moins de 6000 surfaces. Vous savez très bien que les surfaces, c'est quelque chose qui est assez gourmand au niveau graphique et au niveau de temps d'ouverture, de reconstruction. Et là, vous voyez que, bah, quand on compare 2022-2023,
en 20 secondes, on va avoir en 2023 l'élément qui était ouvert. Hop, on va le voir effectivement arriver. Tac. Et on voit qu'il y a, ouais, 5762 surfaces, 72 corps volumiques. Donc, c'est quelque chose qui demande toujours du temps à afficher, à reconstruire. Et on va accélérer un peu le compteur de l'autre côté, mais on est à peu près à 2 minutes en 2022 pour exactement la même chose. Cette personne a testé ça sur son même poste avec les deux versions de SolidWorks lancées en simultané. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai gain de temps à partir de 2023, SP 2.1. Donc, si vous n'êtes pas encore dans cette version-là, je vous invite à y passer. Et je vais repasser effectivement la main à Guillaume pour effectivement les mises en plan. Merci Romain. Donc oui, effectivement, on va poursuivre sur la partie mise en plan dans SolidWorks et notamment déjà des nouveautés sur l'habillage en fait du plan et notamment en fait l'ajout de propriétés dans les notes. Quand vous ajoutez en fait aujourd'hui, vous avez la possibilité de récupérer les propriétés du modèle dans les notes de mise en plan. Et en fait, le problème auparavant, c'est qu'on est obligé de refaire cette action quand on avait plusieurs informations à remonter. On est obligé de sortir du menu et le relancer. Vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un petit bouton d'ajout qui me permet de dire j'ai besoin de récupérer un code article, un traitement, une masse. On récupère toutes les informations et on construit en fait sa note avec toutes les informations liées au modèle, liées au modèle 3D. Donc on récupère directement nos données. Un autre point, je pense que ça vous est déjà tous arrivé de perdre une référence. Il y a une cote, une face qui n'existe plus. Donc la cote se met en marron pour dire qu'il n'y a plus, il y a plus d'achat d'éléments. On va pouvoir maintenant, en 2024, venir réattacher rapidement en fait, notre donnée en faisant un clic droit et en venant spécifier la nouvelle entité. Donc on lui dit tout simplement voilà, vers quelle entité on souhaite se raccorder et il recrée, plus besoin de faire un glisser-déposer pour reprendre l'élément, ça se fait beaucoup plus facilement. Un autre point sur l'ajout de cotes, des cotes en chaîne, quand on vient faire ici une cote en chaîne, bah, auparavant, on devait, quand on avait des cotes qui devaient être décalées, qui se superposaient, fallait faire des clics droits, détacher la cote, venir la repositionner en dessous. Vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, je fais ma cotation en chaîne, automatiquement, mes informations en fait, se repositionnent, les cotes se replacent automatiquement. On voit même que certaines flèches, quand les flèches sont trop grandes, bah, elles sont directement remplacées par d'autres éléments de connexion pour vraiment avoir un automatisme sur la création de cette cotation. Et un deuxième point aussi, donc toujours sur la partie cotation, quand on passe au-dessus des éléments, vous savez, il y a une surbrillance dynamique. Maintenant, en 2024, la cote se met en surbrillance, mais également les entités qui sont concernées. Donc, je vais pouvoir savoir, par exemple, que la cote qui est à l'écran, elle est bien rattachée à la ligne circulaire, la ligne cylindrique que l'on voit ici. Donc, je vais vraiment savoir à quelle géométrie de mon modèle est rattachée telle ou telle entité de mon plan. Et un et un point aussi, alors vous le savez, hein, en cotation, on a, cette possibilité de venir forcer en fait une valeur et de mettre une autre information. Même si c'est pas forcément recommandé, Non, c'est une c'est pas très bien ça. possibilité. Voilà, c'est pas forcément très bien. Mais malgré tout, on a la capacité en fait de le faire dans SolidWorks. Ce qui est intéressant en fait aujourd'hui en 2024, c'est qu'on va pouvoir mettre en avant, mettre en surbrillance en fait ces éléments qui auront été modifiés. Des fois, vous faites sous-traiter, voilà, on fait de la sous-traitance de plans de détail. Bah, typiquement, en fait, je vais rouvrir mon plan avec cet indicateur. Bah, tout de suite, je vais être capable de voir s'il y a bien les codes réels ou s'il n'y a pas des codes qui ont été forcés par le concepteur. Donc ça va vraiment faciliter l'analyse de cette partie. Côté Katia, je vous le disais un petit peu tout à l'heure en introduction, globalement, en fait, les améliorations que l'on va avoir, c'est vraiment l'évolution pour répondre aux évolutions des normes. Donc là, on le voit hein, typiquement, par exemple, sur la fonction arrête de forme non définie, bah, on va faire évoluer la fonction pour venir répondre à la norme ISO 13715. Donc il y a une adaptation en fonction des éléments qui sont sélectionnés. On a directement notre menu qui s'est adapté. Pareil sur la partie état de surface. En fait, il est vrai qu'entre la norme ISO et la norme ANSI, les informations ne sont pas forcément positionnées au même endroit. Donc, on a vous voyez hein, sur l'écran, on a les différentes informations qui sont à repositionner. Donc là, bah, en fonction de la norme que je vais choisir, bah, je vais pouvoir automatiquement positionner l'information au bon endroit sur mon modèle. Je continue avec la cotation, cette fois-ci sur le 3D.
on reste dans le même principe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait un SolidWorks MBD, l'objectif c'est d'avoir en fait de se passer de la partie mise en plan et que le 3D comporte toutes les informations de cotation, de tolérancement géométrique et qu'on n'ait plus besoin de faire une mise en plan à côté. Donc ça, on le voit ici, hein, vous le voyez à l'écran, on a notre fichier 3D, on est ici sur un modèle qui a été annoté. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que dans SolidWorks 2024, on va pouvoir également ajouter tout ce qui est table de perçage. Auparavant, c'était une fonction qui était réservée à la mise en plan. Maintenant, dans le 3D, je vais pouvoir lui demander de la même manière à repérer tous les éléments de perçage sur mes différentes faces et de me générer automatiquement en fait un tableau dans lequel je vais retrouver euh, mes repères et les localisations en fait de chaque perçage. Donc ça, on va pouvoir vraiment aller jusqu'au bout dans la partie 3D. On va pouvoir vraiment gérer toute cette partie perçage également. Une correction aussi qui a été apportée, notamment vous voyez ici, on voit sur une version antérieure les annotations qui étaient cachées par les faces. Quand on était en retrait, quand on avait sélectionné, comme on travaille sur le 3D, on peut avoir certains éléments qui sont en retrait. Et bien là, en fait, l'information repasse systématiquement au devant du modèle et on sait très bien que voilà, ma planéité va être par rapport à telle ou telle face. On retrouve en fait les informations beaucoup plus facilement et la lecture est facilitée. Et un dernier point, en fait, ce format-là, ce type de document, on va pouvoir le partager au travers de fichiers STEP. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2024, on va pouvoir récupérer aussi les propriétés du modèle. Donc, au-delà de juste récupérer les cotes, les annotations, on va pouvoir aussi lui dire, bah, partage aussi les données sur le traitement, sur l'état de surface, sur le projet, sur le client, en fait, toutes ces propriétés qui aujourd'hui sont dans le fichier SolidWorks, on va pouvoir les partager au travers du fichier STEP. Et justement, en fait, cette fonction n'est pas propre en fait uniquement à SolidWorks. Hein. On va retrouver l'équivalent côté CATIA. Et là aussi, bah, de la même manière, en fait, il y a eu des évolutions. Bah, on revoit hein, en fait, les mêmes nouveautés finalement que sur la partie mise en plan. En fait, on répond aux évolutions des normes. On retrouve notre fonction là sur la partie arrêt de forme qui a été aussi bah, répercutée côté 3D. Et ce qui change également, il y a quelques fonctions assez pratiques. Hein, la possibilité, par exemple, quand vous avez un texte que vous voulez remplacer dans plein d'annotations, bah, le recherche remplace qui va permettre de remplacer cette information dans toutes les annotations à la fois. Et pareil sur la manipulation en fait du texte et des flèches de notre modèle, bah, elles vont être grandement facilitées avec positionnement automatique au niveau de la perpendicularité. On a ce positionnement-là qui se fait très facilement. Et je vous le disais, en fait, hein, là, on voit l'exemple de la cotation 3D. La finalité, c'est de dire, bah, pour communiquer en fait cette information, on peut passer par un format neutre qui est le STEP AP242, donc c'est le même format que dans SolidWorks. Et là encore, il y a eu quelques évolutions, bah, notamment par rapport à ces évolutions. Là, on a au niveau de l'export et de l'import, on a des paramètres que l'on peut mettre en place pour automatiser, avoir toujours le même export ou le même import, ne pas avoir d'éléments qui nous pollueraient peut-être la récupération. On a une évolution notamment sur tout ce qui est prise en compte des matériaux composites, donc avec les nouveaux types de rosettes en fait, qui vont être pris en compte dans le step AP242. Et cette option également, quand vous faites des allers-retours, la possibilité dans votre step de conserver en fait la structure géométrique et de dire bah, mes corps sont organisés de telle manière. Quand je l'exporte, je veux garder cette structure. Quand je l'importe, je veux retrouver cette structure. Et ça va vraiment faciliter les échanges de fichiers entre plusieurs interlocuteurs. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant la partie gestion de données techniques avec SolidWorks PDM. Merci beaucoup Guillaume. Donc effectivement, on va se concentrer sur le PDM avec, une 1re chose, au niveau justement lorsqu'on est en train d'approuver des documents, qu'on est en train d'analyser des documents qu'on doit ou pas approuver, on avait souvent le besoin de travailler et de modifier directement ces éléments-là. Chose faite maintenant en 2024, on va avoir la possibilité de rejeter, par exemple, la validation de certains documents et de venir les extraire en même temps. Plus besoin de faire ça en 2 étapes, hein, il y a peut-être des changements effectivement à appliquer et donc là, en une seule opération, effectivement, on a pu rejeter et extraire les documents pour directement pouvoir travailler dessus.
Autre chose aussi, au niveau des performances, on a parlé des performances graphiques tout à l'heure. Au niveau de SolidWorks PDM aussi, hein, vous avez là une grosse amélioration des performances, sur grosso modo x2, hein, au niveau de la rapidité, tout ce qui est, insertion en masse, archivage en masse, extraction en masse, copie d'arborescence, déplacement d'arborescence. Voilà, toutes ces actions qui peuvent être chronophages et quelle que soit la latence de communication avec le serveur, ont été grandement améliorées en version effectivement, 2024 avec minimum x2 au niveau des perfs, hein. Donc on a divisé le temps par 2, je dirais, des performances pour, équivalentes en version effectivement 2023. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la visualisation effectivement de l'assemblage. Alors bon, ça c'est pas quelque chose de nouveau, mais maintenant vous avez la possibilité de directement intégrer les éléments venant de PDM, donc par exemple les états, les versions, etc. Donc là, c'est l'état qui nous intéresse. On va pouvoir après juste bien affiner le côté graphique et voir bah, tous les éléments qui sont justement en cours de validation, qui sont en attente d'approbation, qui sont validés, qui sont en cours de conception. Donc voilà, chaque état va pouvoir être listé, donc c'est très lisible. On va pouvoir sauvegarder évidemment l'état en question. Et puis après, bah, pourquoi pas appliquer les changements hein, sur l'élément où on a besoin justement d'appliquer ces modifications. Donc après, on pourra justement, une fois que l'état aura été changé, on pourra remettre à jour la visualisation effectivement de l'assemblage pour tenir compte de ces changements d'état et mettre à jour l'état d'affichage. Donc une belle nouveauté, hein, effectivement aussi au niveau du PDM. Cette fois-ci, ça va concerner l'historique. Il nous manquait une petite chose dans l'historique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas en fait la partie extraction. Les check-out, justement, n'étaient pas listés dans les historiques. C'est chose faite maintenant. Donc on a vraiment toutes les actions qui sont faites sur le fichier qui sont vraiment listées dans l'historique. Donc pour vraiment plus de transparence hein, dans l'utilisation des différents fichiers. Autre chose aussi, cette fois-ci, lorsqu'on a besoin de venir récupérer des versions, donc par exemple, une version antérieure, hein, une version A, version B, par exemple, de notre assemblage, bah là maintenant, toute l'interface a été retravaillée pour que les informations soient vraiment claires entre la version A, la version B, et on a beaucoup plus d'informations au niveau de cet onglet version, hein, qui est par rapport effectivement aux versions précédentes. Autre chose, cette fois-ci, lorsqu'on va travailler au niveau des nomenclatures nommées, donc vous avez la possibilité évidemment de faire de la comparaison entre les différentes versions de nomenclature, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans certains cas, aussi quand on a besoin de modifier certains éléments, peut-être qu'on voulait aussi voir apparaître des colonnes qui avaient été masquées, pour gérer le et donc là, maintenant, en une seule opération, on va pouvoir réafficher toutes les colonnes alors qu'avant, il fallait aller les sélectionner une par une. Voilà. Du coup aussi, quand on a besoin d'éditer ou de modifier des valeurs dans cette nomenclature, on peut le faire de façon globale, plus obligé de le faire ligne par ligne. Donc en vrai, une belle amélioration encore ici en 2024 pour la partie PDM. Autre chose aussi, il y avait un petit comportement qui faisait que quand on regardait les cas d'emploi, si on avait des fichiers sur lesquels on n'avait pas le droit d'accéder, on avait quand même une petite miniature qui apparaissait, je dirais, dans le cas d'emploi. Vous voyez que là, maintenant, on voit plus rien du tout, c'est totalement grisé. Et même lorsqu'on mettait le côté, justement, arborescence, hein, avec le treehouse, bah, c'est pareil, on avait quand même une petite miniature, même si on ne pouvait pas ouvrir le fichier ni le modifier, quoi que ce soit d'autre, hein, mais on avait quand même cette miniature, donc c'était pas, on n'avait pas au bout, je dirais, des règles de sécurité. Là, maintenant, c'est chose faite. Vous n'avez pas le droit au fichier, vous ne verrez plus rien sur le fichier. On va passer sur la partie PDM Web. Donc, le PDM Web, ça vous permet de pouvoir accéder justement au PDM via un site, via un navigateur web. Et donc, la nouveauté, c'est que déjà maintenant, on peut avoir des miniatures. Avant, c'était que du listing, donc c'est quelque chose de beaucoup plus appréciable au niveau visuel. On va retrouver évidemment les mêmes possibilités que sur la version, je dirais, en dur, hein, en client lourd. Donc, là, la nouveauté, c'est que notamment, on va retrouver aussi la distinction entre tout ce qui est pièces multicore. Avant, voilà, on avait juste la pièce, on ne savait pas si c'était une pièce multicore. Dans le PDM, dans la version lourde, on fait cette distinction. Maintenant, c'est chose faite au niveau effectivement de la version PDM Web 2. Donc, on va retrouver aussi la possibilité de visualiser donc l'historique et on retrouve comme pour la version, en client lourd, bah, la possibilité d'avoir les check-in, les check-out, donc vraiment l'intégralité de l'historique. L'intérêt, c'est lorsqu'on a besoin de télécharger. Maintenant, on peut télécharger et choisir la version que l'on veut télécharger. Avant, c'était pas le cas, on n'avait que la dernière. Là, maintenant, on peut choisir vraiment la version qui nous intéresse au niveau téléchargement, pour pouvoir après travailler dessus si on a besoin.
de travailler avec. Je rappelle, le PDM Web 2 est quand même fait principalement pour pouvoir gérer les états, gérer des validations, faire la consultation. Si c'est pour travailler en direct, c'est pas tout à fait le bon choix. Mais on peut quand même le faire avec ces téléchargements. Autre chose, concernant le PDM, quand on se connectait à la console d'administration, bah, on n'avait aucun moyen de savoir avec quel login on s'était connecté, hein. Si on avait commencé à travailler dessus, on revient plus tard, hop, ah mince, quel login? Est-ce que c'est mon login admin? Est-ce que c'est mon login perso avec des droits admin? Voilà. Là maintenant, chose faite, vous avez le login qui apparaît ici entre parenthèses et aussi au niveau de la gestion des licences réseau. Avant, bah, c'était global, on gérait le serveur de licence global, donc si on donnait les droits d'accès à certaines personnes, eh ben, ils pouvaient modifier le serveur carrément. Là, maintenant, on a séparé les deux. Donc, il y a la partie administration du serveur qui est d'un côté, qui est pour l'administrateur uniquement, et le cas d'usage des licences, hein, pour savoir qui utilise quoi, là où on peut donner les droits à certaines personnes pour pouvoir visualiser qui utilise les licences. Concernant cette fois-ci les workflows, quand on avait besoin de retirer des états ou modifier des éléments, bah, généralement, voilà, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait à côté, à part, on cassait toutes les transitions. Maintenant, vous avez la possibilité de les archiver. Donc, pour éviter d'avoir justement tous ces états qui traînent, je dirais, dans le vide. Donc, on vous les archiver et ça vous permet, s'il y a besoin de les réutiliser, de venir les réintégrer directement dans votre workflow. Plus besoin de venir redéfinir l'intégralité de l'état, hein, s'il était supprimé, surtout s'il y avait beaucoup, beaucoup de paramétrages qui étaient à l'intérieur de cet état. Donc une belle nouveauté encore, hein, cette année sur PDM. Et je repasse la main effectivement à Guillaume, pour vous Oui. parler de Visualize. Effectivement, on va faire un point sur Visualize. Je voulais juste mettre un peu l'accent. En fait, on voit sur la partie PDM, on a beaucoup de nouveautés cette année. On parle beaucoup aujourd'hui de la 3D expérience parce que bah, c'est nouveau, c'est de nouvelles propositions en fait aujourd'hui au catalogue de Dassault Systèmes. On voit en fait, hein, globalement, on voit qu'il y a toujours deux solutions qui cohabitent, qui vivent en parallèle. Une solution cloud qui va s'adresser à une certaine catégorie de clients, une solution on-premise qui va s'adresser à une autre catégorie. Globalement, voilà, il y a deux solutions, deux approches, deux possibilités, et ces deux solutions continuent de vivre. Il n'y en a pas une qui est pour le moment qui est abandonnée en fait au profit de l'autre. On a vraiment aujourd'hui encore beaucoup d'améliorations. Sans transition, effectivement, on va continuer sur la partie Visualize et notamment donc, bah, tout ce qui concerne le rendu réaliste dans SolidWorks. Zhang tout à l'heure bah, nous fera aussi, nous donnera bah, quelques astuces pour faire de beaux rendus dans SolidWorks Visualize. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, l'objectif aujourd'hui de Visualize, c'est de faire de rendus, de pouvoir appliquer des textures. On s'appuie en fait sur une bibliothèque dans laquelle on va retrouver un certain nombre de textures disponibles. On a la possibilité aussi, depuis l'année dernière, d'exploiter tout ce qui est matériaux PBR, donc des matériaux qui vont encore beaucoup plus loin dans la définition, dans le rendu qu'on peut avoir. Vous voyez, il y a beaucoup d'options en fait disponibles. Et on peut aussi se créer ses propres matériaux. Si vous avez un matériau à créer avec un relief particulier, vous voyez, en fait, en 2024, c'est intéressant, c'est que par un simple glisser-déposer, je vais être capable de créer mon matériau en définissant sa couleur, sa rugosité, sa réflexion. On définit en fait notre matériau rapidement en glissant, déposant finalement les éléments nécessaires à la création de celui-ci. Un autre point qui a été amélioré dans SolidWorks 2024, c'est la manipulation du modèle. Pour les utilisateurs de Visualize, ils ont tous été confrontés, en fait, quand on voulait faire une translation, quand on voulait faire une rotation, quand on voulait jouer, vous l'avez vu, on peut jouer sur l'échelle du modèle. En fait, auparavant, c'était 3 trièdres différents. Maintenant, dans Visualize 2024, bah, il y a un trièdre unique et je peux faire toutes les manipulations que je veux, translation, rotation, directement avec le même outil. Et on voit qu'il y a aussi des raccourcis, un grand nombre de raccourcis qui ont été rajoutés pour dire bah, j'ai besoin de me réorienter, me remettre dans un axe particulier. Ça se fait bah, facilement. Alors là, vous n'avez peut-être pas eu le temps de les noter, mais en fait, voilà, pour les utilisateurs au quotidien, ça va être super pratique de pouvoir comme ça modifier, réorienter facilement notre triade. Une fois que ce travail a été fait, il va falloir exporter finalement du contenu. Est-ce qu'on fait de l'image? Est-ce qu'on fait de la vidéo? Est-ce qu'on fait un contenu interactif? Dans Visualize, il y a plusieurs types de documents, plusieurs types de supports que l'on peut générer. Ce qui a changé en fait en 2024, c'est qu'on va avoir un assistant qui va nous guider pour générer notre contenu. On va passer par différentes étapes
pour s'assurer qu'on n'a pas oublié de définir la qualité de notre rendu, peut-être qu'on n'a pas géré, la bonne caméra. En fait, on va pouvoir gérer comme ça, au travers de différentes étapes, le rendu final et ne pas avoir à revenir dessus parce que, bah, on se rend compte qu'au bout de quelques minutes ou quelques heures, le rendu n'est pas bon, il faut le régénérer. Bah, là, en fait, on est sûr de passer par toutes les étapes sans en oublier une. Et une dernière nouveauté qui a été ajoutée, c'est la possibilité d'ajouter des rayonnements solaires. Donc là, typiquement, on va pouvoir simuler en fonction de votre position sur le globe, en fonction de l'heure de la saison, simuler en fait l'éclairage. Donc ça, on va pouvoir voilà, avoir des rendus en extérieur avec une lumière qui sera adaptée en fonction de la position géographique où vous vous trouvez. Ce que je vous propose, c'est de continuer après sur la partie simulation avec Romain. Merci Guillaume. Alors bon, bah, effectivement, je vais avoir des couleurs, mais ça va pas être les mêmes, hein. Ça sera un peu moins joli que du rendu. Mais donc voilà, côté simulation, on va se concentrer sur le connecteur palier. Ce connecteur justement a été amélioré. Vous avez maintenant la possibilité de gérer la torsion suivant l'axe perpendiculaire justement du palier, hein, donc la torsion de l'axe. Et on va avoir aussi la possibilité de gérer la stabilisation au niveau de la rotation justement lorsqu'on est en train de faire notre étude statique, hein. On est sur un espace de temps, un pas de temps donné, donc du coup, effectivement, faut qu'on puisse stabiliser ce mouvement qui est resté «libre» entre guillemets. Et surtout, un connecteur qui maintenant est en mode distribué, hein, donc c'est aussi une belle nouveauté, en version effectivement 2024. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, on va pouvoir, venir, rajouter nos informations, la valeur de torsion et demander à ce qu'il y ait une stabilisation. Soit on valide, on met les informations, soit on peut le demander à ce que le logiciel le gère automatiquement. Donc toujours pour aller encore plus loin au niveau, encore plus près, je dirais, de la réalité, hein, du comportement de ce genre d'éléments. Une autre nouveauté aussi importante concernant la simulation, ça va être la sauvegarde automatique, du maillage et de l'analyse, et ou, hein, parce qu'on peut faire avec, vraiment multicore beaucoup de choses. Donc c'est des maillages des fois qui peuvent prendre du temps, et donc on laisse tourner le PC tout seul, on s'en va. Si jamais il y a un problème, une coupure de courant ou l'IT qui décide de redémarrer, de faire une mise à jour de nos postes et de redémarrer les choses, bah, l'intérêt c'est que dès qu'il est terminé le maillage, hop, dès que l'étude est terminée, automatiquement une sauvegarde est générée pour éviter justement de perdre nos informations si on n'est pas devant le poste. Pareil, on a la possibilité maintenant d'extraire la déformée modale, hein, quand on a les différents modes propres, hein, au niveau de nos pièces, hein, on peut maintenant exporter la déformée modale de chaque mode. Autre nouveauté aussi concernant la copie d'études. Lorsqu'on vient copier une étude au niveau de la simulation, on pouvait déjà récupérer l'intégralité des paramétrages, hein, de l'étude précédente ou faire des glissés-déposés si on voulait les recoller les uns après les autres. Vous avez maintenant la possibilité d'inclure le maillage aussi. Parce que quand on veut copier une étude et qu'on veut juste changer quelques paramètres, bah, on est obligé de refaire le maillage à chaque fois. Donc maintenant, on peut même intégrer le maillage et les résultats si on le souhaite aussi. Cette fois-ci, on va se pencher sur le côté, plastique, donc sur la rhéologie. Donc il y avait déjà effectivement une nouveauté l'année dernière, qui était, l'assistant qui nous permettait de proposer justement la position, d'un ou plusieurs points d'injection, mais c'était à nous de définir la quantité de points d'injection que l'on souhaitait. D'accord? Il va aussi nous indiquer quelle est la meilleure direction d'ouverture, hein, pour le moule concernant effectivement cette pièce. Donc là, la nouveauté, c'est que, bah, maintenant, j'ai plus besoin de lui indiquer combien de points je veux. C'est lui qui va définir automatiquement le nombre de points nécessaires pour pouvoir au mieux remplir effectivement cette pièce. Donc une belle nouveauté, une belle performance au niveau de cet assistant. Cette fois-ci, on va se pencher sur le batch manager. Le batch manager, bah, l'intérêt, c'est que maintenant, quand j'ai une pièce et que je veux le paramétrer avec le batch manager, bah, déjà, ça s'ouvre automatiquement dans le répertoire. Ce qui n'était pas le cas effectivement dans les versions précédentes. Ils n'ont plus besoin de refouiller dans l'arborescence. Vous avez une interface qui a été remaniée avec la possibilité d'avoir des menus déroulants pour lister les types d'études que l'on veut faire et surtout le choix du nombre de cœurs que l'on veut utiliser pour les calculs, ce qui va vous permettre de pouvoir faire plusieurs calculs en simultané, si on le souhaite, plutôt que de les faire un par un. Donc voilà, une belle nouveauté pour pouvoir améliorer justement le côté, l'expérience client, hein, au niveau du batch manager.
Autres améliorations, cette fois-ci concernant Katia. Donc, on a mis effectivement regroupé plusieurs éléments. Alors, concernant la partie composite, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites concernant justement l'interface. Hein, donc, pour pouvoir améliorer justement cette expérience utilisateur, comme pour la partie batch manager de plastique. Hein, donc, il y a eu un gros travail à ce niveau-là, un gros travail aussi pour affiner la définition de différents éléments pour mieux gérer les lignes. Justement, quand on a une surface que l'on veut détendre, on va venir faire des petites lignes de coupure pour détendre la surface, alors qu'on va améliorer la gestion, la création de ces éléments-là. Et notamment aussi au niveau du formage hein, des composites, hein, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées de ce côté-là. Nous avons des experts chez nous sur ces milieux-là. N'hésitez pas effectivement à nous contacter hein, si vous souhaitez aller plus loin dans ces éléments-là. Concernant cette fois-ci l'usinage, on retrouve effectivement pour tout ce qui est usinage, fraisage hélicoïdal, on a une nouvelle approche, l'approche hélicoïdale qui n'était pas présente. Il y avait différents types d'approches en rampe, etc. Mais pour le fraisage hélicoïdal, ce type d'approche n'était pas effectivement répertorié. Autre nouveauté très importante aussi, c'est la stratégie concernant les fraises lentilles ou les fraises tonneaux. Donc la fraise tonneau, hein, c'est la petite fraise que l'on voit tout à droite, là ici, en jaune. Donc, c'est des fraises avec des rayons variables. Donc, en fonction de l'inclinaison, on va avoir évidemment des coupes qui ne vont pas être les mêmes. Et ces fraises nécessitent des stratégies particulières. Chez Sosfet, maintenant, concernant Delmia Machining, on va récupérer ce genre de stratégie. Et je vais repasser la main à Guillaume qui va vous faire un point sur la partie 3D expérience. Effectivement, on va conclure finalement cette présentation des nouveautés avec effectivement un volet sur la 3D expérience et finalement, je vous le disais un petit peu en introduction, la 3D expérience, il y a un socle qui permet de gérer la donnée technique. Mais en fait, après, une fois que la donnée technique est remontée dans la plateforme, on va bénéficier en fait de modules additionnels nous permettant d'aller, là je voulais vous montrer vraiment des modules permettant d'aller plus loin dans la partie conception. Alors, pour ceux qui étaient présents, qui avaient la chance d'être présents l'année dernière au MyCat Day, on avait présenté en fait un module qui s'appelle Xshape, qui est voilà, un module 100% web, hein, il n'y a pas d'installation particulière, et qui est dédié à tout ce qui est design, forme complexe. Vous le voyez ici, hein, on a des outils de modélisation, c'est vraiment de la pâte à modeler. Hein. J'ai un maillage, je viens sur mon modèle, je tire sur certains points, je peux pousser, c'est vraiment l'outil du designer. Et ça, c'est des choses aujourd'hui, bah, typiquement, quand on prend SolidWorks, bah, c'est des fonctions qu'on ne sait pas forcément faire. C'est un travail qui est assez fastidieux, ça demande beaucoup de courbes, beaucoup de plans, de surface pour arriver à ce résultat-là. Là, on voit qu'avec cet outil dédié, on a un résultat qui est très, très intéressant. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est aller encore sur d'autres sujets. Là encore, l'idée, c'est de se dire, bah, j'ai des fonctionnalités. Aujourd'hui, on a de nouvelles technologies. On parle beaucoup d'impression 3D, que ce soit plastique, métal, il y a plein de possibilités, mais ça ouvre du coup de nouvelles possibilités également en termes de conception. Et là, c'est vrai que bah, dans SolidWorks, il y a des fonctions qu'on n'a pas, qu'on n'aura peut-être jamais. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir des modules complémentaires. Alors, ce qui est bien, c'est que ces modules s'adressent aussi bien aux utilisateurs SolidWorks qu'aux utilisateurs Katia. On va réexploiter la donnée. Et là, je voulais vous montrer un exemple justement de ce qu'on appelle du generative design. L'idée, c'est de dire, bah, à partir de cette poignée, là, on est en train de travailler en fait sur le grip de la poignée. Je vais dire, j'aimerais avoir des formes triangulaires en fait sur ma surface. Donc là, il va me positionner. Je vais pouvoir avoir en fait des paramètres et jouer sur ces différents paramètres. Lui dire, je veux des triangles mais plus petits. Je voudrais qu'ils soient telle ou telle forme, qu'ils soient espacés de telle manière. Et on voit qu'en fait, quand je vais réadapter ma géométrie, mon design, automatiquement, mon modèle va se modifier. Et là, on va pouvoir itérer, tester plein de solutions, du triangle, de l'hexagone, de la ligne. Il y a plein de possibilités en termes de design. Et là, c'est vraiment du design géométrique. C'est la solution qui itère à votre place. Si vous aviez essayé de faire ça dans SolidWorks, je pense qu'il y en avait pour quelques heures pour y arriver. Et la première modification, tout devait être fait. Donc là, on a vraiment une approche assez orientée à impression 3D. Hein. On le voit d'ailleurs hein, dans la suite, c'est que là encore, depuis la plateforme, bah, on va être capable
de faire de la simulation d'impression. On va pouvoir visualiser si on a besoin de support. Est-ce que je choisis telle taille au niveau de mes couches? Quels sont les éléments que je vais gérer pour ensuite faire mon impression à partir de ma machine. Et toujours, en fait, je voulais vous montrer aussi, toujours dans cette approche d'impression 3D, on a là encore un module de structure lattice qui va être intégré aussi dans la plateforme. Donc, l'idée de la structure lattice, c'est de dire, bah là, j'avais un bras qui était assez massif, hein. En fait, il était plein. On avait cette pièce-là. Et l'idée, c'est de dire, bah, je souhaite l'alléger. D'accord? Sauf que si j'enlève toute la partie centrale ici, je vais avoir quelque chose de très souple, je vais perdre en rigidité. Et là, ce qui est très intéressant en fait avec une structure lattice, c'est qu'on va mêler à la fois le côté léger, on va gagner énormément en fait en poids, et on va garder en fait une structure qui va nous permettre de conserver la rigidité du modèle. Et là, bah, là encore, hein, vous voyez avec la plateforme, je vais pouvoir itérer, tester en fait plusieurs cas en fonction de la taille de ma structure, en fonction de la taille de mes branches. Je vais pouvoir tester plusieurs solutions jusqu'à aller sur une simulation de mon bras pour vérifier que mécaniquement tout ceci fonctionne bien. Et là aussi, je voulais vous montrer, en fait, on a conçu une partie des éléments qui ont été faits dans SolidWorks. Alors, là, ils sont faits dans SolidWorks, ils auraient pu être faits dans CATIA, hein. Il n'y a pas de différence au niveau de la gestion. On le voit d'ailleurs dans l'arborescence, il y a un icône. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit depuis la plateforme, on va être capable d'assembler des éléments SolidWorks, des éléments qui ont été faits avec mon module de structure lattice. Voilà, tout va être intégré. On voit aussi, hein, il y a des fonctions d'intelligence artificielle où typiquement, j'ai positionné une vis. Automatiquement, ma vis va venir se proposer dans tous les perçages qui sont environnants. Donc, on amène aussi de nouvelles fonctionnalités en termes de conception. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, en fait, ce vélo, il a été fait dans SolidWorks. Donc, la maquette, dans sa globalité, c'est en très grande majorité du SolidWorks. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tout ce travail qui a été fait dans la plateforme avec d'autres modules additionnels, on va pouvoir le récupérer et l'intégrer en fait dans notre maquette complète, dans notre assemblage complet. On retrouvera tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, il faut voir la plateforme vraiment comme des fonctionnalités complémentaires, des outils à disposition pour aller plus loin, repousser finalement les limites de conception. Donc s'il fallait retenir quelques points, on a vu vous avez eu beaucoup d'informations. Globalement, moi, ce que je retiens, c'est il y a le point important, c'est l'enregistrement en version antérieure qui était demandé en fait depuis de nombreuses années par nos utilisateurs. On l'a vu, hein, sur les performances en général, que ce soit dans les assemblages, dans le PDM, l'import step où on peut filtrer et choisir son fichier. C'est vrai que côté CATIA, on l'a vu, pareil, les évolutions, là plutôt sur l'export step avec le support des dernières évolutions et la 3D expérience en fait, hein, que ce soit côté SolidWorks ou côté CATIA, on a vraiment de nouvelles capacités, de nouveaux horizons pour les concepteurs et vraiment appréhender Tout toutes à fait. les possibilités de futur avec les nouveaux moyens de production. Alors, cette première partie, effectivement, est presque terminée. Je vais laisser la main, effectivement, à Zhang, qui va nous parler de photos virtuelles. Est-ce qu'on pensait que c'était vraiment un point important à vous montrer? Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Anglais, je suis responsable de l'activité Visiative Merchandising. Donc qu'est-ce que Visiative Merchandising? C'est vraiment, la façon, de valoriser en tout cas vos produits, sur les sites e-commerce et cetera, dans nos clients par exemple. On a Intermarché, Lindt, La Vie Claire et dans mes équipes, j'ai la chance d'avoir des photographes. Ne partez pas, vous êtes toujours sur la bonne présentation. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Alors, on est parti du constat qu'aujourd'hui, vous disposez de pépites, dans vos mains, avec vos données SolidWorks et en tout cas vos données 3D. Et là, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment déjà d'élargir le champ des possibles, avec ce matériel que vous avez à disposition. On va faire d'abord un parallèle entre les photos réelles, pour pouvoir ensuite faire en tout cas le confronter à la photo virtuelle, c'est-à-dire aujourd'hui à vos rendus.
Alors, la question se pose, c'est comment on fait une belle photo? En règle générale, dans la vraie vie, une vraie photo est composée de 3 éléments, majeurs. 1, le premier, c'est le matériel. 2, c'est comment on fait nos prises de vue et 3, le point important, c'est la gestion de la lumière. Donc aujourd'hui, quand on a une mauvaise photo, on va se dire, on a 3 sources de questionnement possibles en se disant: «Qu'est-ce que je peux, faire pour améliorer finalement mes photos?» Donc possiblement, c'est, d'abord changer d'appareil, changer de logiciel et ce que je voudrais vous inviter à réfléchir, c'est aujourd'hui peut-être changer de méthode. Le premier, c'est changer de matériel, d'appareil matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, votre machine est assez performante pour pouvoir faire de beaux rendus et de belles photos? Est-ce que le matériel que je dispose, est à la hauteur de mes attentes, et du souhait, en tout cas, du visuel que je souhaite, rendre au final? Peut-être que, la partie logicielle, SolidWorks Visualize, qu'on a pu voir tout à l'heure, est-ce qu'il est assez performant? Est-ce qu'il dispose de toutes les fonctionnalités? Là-dessus, je peux déjà vous répondre, donc assez rapidement avec, quand même ce graphique qui vous permet de montrer que le logiciel a plutôt bien évolué, depuis 97. Aujourd'hui, vous disposez d'un appareil photo virtuel, qui est maintenant préconisé sous SolidWorks Visualize et qui dispose vraiment de toutes les, fonctionnalités assez proches, des appareils photo classiques. Donc finalement, si mon matériel est bon, si mon logiciel est bon, peut-être que, pour pouvoir faire des beaux rendus, il va falloir changer de méthode. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que les problèmes que vous rencontrez, lorsque vous travaillez vos rendus sont exactement les mêmes problématiques que l'on peut rencontrer, dans la photo classique, que rencontrent les photographes professionnels. Donc quels sont-ils? Par exemple, là, on va prendre le cas, des objets transparents ou objets brillants. C'est dans le cas de la photo réelle, par exemple, c'est comment je fais attention à ne pas intégrer les éléments de mon environnement extérieur dans, ma photo. Ça sera un petit peu l'inverse côté Visualize, dans le sens où il va falloir rajouter un petit peu, des éléments, dans votre environnement pour justement rendre votre rendu beaucoup plus réaliste. Comment ensuite, par exemple, gérer un objet transparent, sur un fond blanc? Aujourd'hui, ce sont des problématiques qui sont exactement les mêmes que dans la réalité. D'autres problèmes courants, c'est, comment je travaille un produit blanc, sur un fond blanc. Donc soit on va, cramer, ce qu'on appelle cramer donc la photo, c'est-à-dire effectivement surexposer, le visuel, c'est ce que vous allez avoir à gauche. Ou alors on va jouer vraiment, on va essayer d'assombrir pour pouvoir essayer de voir le produit. Le problème, c'est que du coup, on va plutôt tendre vers un produit un peu gris. Le choix de la focale, quand vous avez plusieurs éléments sur un environnement, c'est comment on met, en avant, comment on oriente mieux le regard, finalement, de l'utilisateur. Le choix de la focale a toute son importance finalement pour orienter, l'importance, du visuel. Les compositions, c'est comment je mets un produit, finalement dans un contexte. Ça paraît simple, mais parfois, finalement, c'est assez compliqué. Là, vous avez 3 exemples, pour mettre en avant, les lunettes. Donc là, vous avez à gauche, en accessoirisant, avec des éléments plutôt, saisonniers, ou alors, avec le même type de produit. Les compositions, aujourd'hui, il y a des règles et des techniques pour pouvoir les mettre en avant. Là, tous les exemples que je viens de vous montrer, sont des problèmes qu'on rencontre couramment, en photo et qu'il faut évidemment pas reproduire. Ce sont, des exemples, voilà, qui sont, j'espère que vous ne faites pas. Ce qu'on souhaite, en tout cas, chez Visiative, c'est vous proposer, à date, c'est une méthode, ce qu'on appelle la méthode large. La méthode large, elle est basée aujourd'hui sur 5 points de focus. On part sur, donc là, je vous ai mis une citation: «Plus large la vision, plus étroite la parole», dans le sens où aujourd'hui, les rendus que je vais vous proposer, par la suite, doivent expliciter finalement toutes, vos intentions à travers vos rendus. 5 points de focus sur cette méthode. La première, c'est la lumière. 2, l'angle. 3, l'intégration d'un objet virtuel dans un environnement réel. Comment je gère l'espace? Et enfin, le dernier point, l'exposition. Pour vous faciliter en tout cas la lecture de ces 5 points, on a confronté, dans la présentation un exemple
de produits réels, réalisés dans nos studios photos, et ensuite la partie vraiment réalisée sous SolidWorks Visualize. On se rend compte que typiquement sur la lumière, on va avoir les mêmes problématiques. Quand on travaille sur un objet sombre, sur un fond blanc, on va travailler avec pas mal de lumière finalement. Le nombre et le choix et l'orientation de ces lumières est importante, puisque du coup le rendu est exactement le même, finalement photoréel et virtuel. Ça a une importance notamment pour mettre en avant les ombrages, les reflets, les effets de texture que vous pouvez voir sur le matériel. Le choix de l'angle, aujourd'hui, c'est primordial finalement, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la première photo de votre produit aujourd'hui déclenche à peu près 30% dans l'acte de décision, en tout cas de poursuivre les échanges ou l'acte d'achat. Là, typiquement, en haut, vous avez le cas sur une photo réelle, donc une cafetière réelle. Le premier exemple, la vue de face. C'est pas mal, il manque de volume. Le deuxième, on va travailler un petit peu plus en plongée pour donner davantage de volume au produit. Mais ça ne suffit pas, puisque finalement, on a besoin de comprendre le produit. Le troisième exemple, on va essayer d'orienter le produit en 3/4. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que les deux premières. Néanmoins, ce qui manque, c'est la visibilité sur le réservoir d'eau, qui est une info capitale dans le choix du produit. Le quatrième exemple, on voit tout. Néanmoins, on oublie finalement de mettre en avant la cafetière, donc on va éliminer cette vue-là. On va partir sur l'option 1, où l'option est plutôt satisfaisante. On va juste prendre en compte le sens de lecture aujourd'hui en lecture occidentale, donc on dit bien de gauche à droite. Donc l'objectif est vraiment de finir notre regard, en tout cas, à droite sur la tasse à café, et donc on va garder l'option 2. Voilà l'exemple photo réel confronté à l'exemple photo virtuel. Beaucoup de clients nous ont remonté le besoin d'intégrer un objet virtuel dans un environnement réel. Donc là, typiquement, c'est le cas qu'on avait pu avoir côté avec un de nos clients qui s'appelle Sistel. Plusieurs étapes sont importantes. D'abord, choisir le bon emplacement et travailler les accessoires. Ensuite, travailler les proportions et l'orientation. Et enfin, définir vraiment la lumière en jouant à la fois sur la lumière pour valoriser le produit, mais surtout prendre en compte aussi les luminosités des objets environnants. C'est le cas ici. Voilà. Et donc, Sistel a été plutôt satisfait, puisque du coup, le temps gagné là-dessus a été vraiment mesuré. Et aujourd'hui, voilà, le réalisme qui a pu avoir sur ce produit-là a été vraiment à la hauteur des attentes du marketing chez Sistel. La gestion de l'espace, aujourd'hui, il est important de travailler les accessoires qui vont contextualiser l'usage du produit. Donc, ces accessoires ont leur importance et leur positionnement sont tout aussi importants, ainsi que leur quantité. Donc là, on va appliquer quelques méthodes qui sont les méthodes de la photo classique pour jouer justement, pour bien positionner l'élément central, ensuite mettre les éléments à gauche, en bas à gauche, et d'autres un peu plus en hauteur à droite, typiquement comme les verts ici. Tout ça pour pouvoir équilibrer la composition. Et dernier point, la partie exposition. Donc là, les rendus sont un petit peu différents. Néanmoins, les étapes sont exactement les mêmes. C'est comment on met en place notre studio photo réel ou virtuel pour pouvoir bien mettre en avant des objets blancs sur un fond blanc. Donc là, effectivement, on va préparer d'abord le studio, ajouter une première lumière pour capter vraiment l'ambiance générale. Ensuite, vient s'ajouter les lumières additionnelles. Là, sur le cas de la photo virtuelle, typiquement, on peut ajouter une troisième salière poivrière qui va faire l'élément central. Et une fois qu'on a bien défini ces lumières-là avec cette troisième salière poivrière, on va pouvoir l'enlever, puisque du coup, ensuite, les lumières vont être équilibrées par rapport au positionnement des deux autres produits qui va finir vraiment ce rendu. Là, la dernière étape, c'est vraiment la finalisation, c'est sur les éléments de détail, puisque du coup, c'est comment on met le blanc sur le fond blanc. Donc là, on va jouer vraiment sur les petits points de détail pour davantage valoriser les rendus. Je vais conclure cette présentation simplement pour vous présenter cette offre que notre accompagnant peut être fait chez Visiative de deux façons. Soit un accompagnement pour monter en compétences, donc
vous accompagner en tout cas pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Et ensuite, les photographes vont vous sélectionner les meilleures méthodes de la photo réelle à appliquer sur le cas de vos produits. Deuxième possibilité, c'est la prestation. On peut le faire à votre place en cas de charge de travail élevé, par exemple lancement de catalogue, etc. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à nous poser des questions si cette présentation vous a plu. Voilà. Merci beaucoup Zhang, merci à tous. On a débordé un petit peu, donc je vous laisse rejoindre effectivement vos ateliers. Et merci pour votre présence sur ces nouveautés SolidWorks et sur la photo virtuelle. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans le Maquette Day Digital. Merci. Au Merci. revoir.